temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue dans Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Dans cette nouvelle série, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Attal, expert de la communication d'influence, des stratégies de leadership d'opinion et de la gestion de crise. Depuis plus de 20 ans, il accompagne les dirigeants et les grandes organisations à penser leur image comme un actif stratégique, à construire leur influence et à affronter les situations complexes avec méthode et clarté. Ensemble, nous allons explorer les grands enjeux de communication auxquels les entreprises font face aujourd'hui, comment utiliser l'influence comme levier de croissance, comment protéger son image en période de turbulence, et comment devenir une voix qui compte dans son écosystème. 3 épisodes donc, pour penser l'influence autrement, comme un outil de stratégie, de résilience et de différenciation. Stéphane Attal, bonjour. Bonjour. Dans ce premier épisode, nous allons insister sur l'influence et nous intéresser à quel point c'est un levier de croissance aujourd'hui pour l'entreprise. Et peut-être pour commencer, comment on définit l'influence dans un contexte purement business ? Voilà une première question très intéressante, parce que je pense qu'on ne définit pas l'influence, on la décide. Les entreprises sont toutes dans des écosystèmes qui sont extrêmement compétitifs, avec une dureté qui fait qu'il est important d'avoir de la part de voix. Avoir de la part de voix, c'est faire en sorte, non pas de faire parler de son entreprise, mais de faire en sorte que l'écosystème parle de l'entreprise. Pour ça, il faut activer des leviers qui permettent de devenir un référent, qui permettent de devenir la personne à qui on va poser des questions pour faire avancer un écosystème. Pas une entreprise, peut-être pas seulement un secteur d'activité. C'est quelqu'un qui va devenir un référent. Ce référent va permettre à cette entreprise de devenir influente. Ce n'est donc pas une personne qui est influente, d'abord. C'est une entreprise. Et c'est une personne qui est au service de l'entreprise qui va permettre à cette entreprise de se déployer dans un écosystème où finalement la part de voix la plus importante va lui revenir. Pourquoi ? Parce qu'il active des effets de balle. On appelle souvent les communicants d'influence des spin doctors. Si on garde ce terme de spin, c'est bien ça, c'est donner un effet à la balle de façon à ce que l'ensemble de l'écosystème soit déporté là où on a envie de le déporter. Alors, on a tendance souvent à parler de communication institutionnelle. J'imagine que ce n'est pas du tout un synonyme de stratégie d'influence. Quelle différence on fait entre ces deux concepts ? La communication institutionnelle, elle est normée. Alors, si je prends par exemple une entreprise cotée en bourse, elle doit communiquer 4 fois par an. Elle a les résultats trimestriels. Ça ne donne aucun effet à la balle. Si je reste sur cet exemple-là, c'est juste un passage obligé. Ce qui donnerait un effet à la balle, par exemple, c'est de le sauter le premier ou le deuxième trimestre. Ça, on interrogerait le chef d'entreprise pour savoir pourquoi est-ce qu'on saute. Est-ce qu'on saute parce qu'on n'est pas bon ou est-ce qu'on saute parce qu'on a envie justement de faire parler de soi? Ça, ce serait de l'influence. Donc la communication institutionnelle, c'est normé, c'est un passage obligé, c'est pas forcément très plaisant pour les dirigeants d'entreprise d'ailleurs, ça n'a rien à voir. Être influent, ça veut dire avoir le volant de la voiture, ça veut dire avoir des atouts dans son jeu. Donc c'est plein de choses différentes. Et tout à l'heure, vous expliquez que finalement, c'est pas uniquement une personne qui communique, l'objectif c'est d'avoir un impact sur son écosystème. On a quand même l'essor d'une advocacy entreprise, en fait, dans un environnement qui est concurrentiel, où les produits et services se ressemblent de plus en plus. Peut-être que cette stratégie d'influence, en fin de compte, c'est la capacité à incarner une vision claire, orienter les récits de marché, on retrouve cette idée d'avoir un impact sur l'écosystème, de créer une différence durable. C'est un peu ce que vous voulez dire, je Je vais crois. vous donner un exemple dont j'ai été acteur évidemment. J'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle toujours d'ailleurs Arval, qui est un des leaders mondiaux de la location longue durée automobile. C'est un marché de croissance depuis qu'il existe, croissance à 2 chiffres depuis toujours. C'est un énorme marché qui est entre les mains des banques. Arval étant, si je ne m'abuse, filiale de BNP Paribas. Mais il n'y a rien de moins intéressant qu'une location de voiture. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de... Voilà, on ne sait pas qui sont ces gens, on ne sait pas quelles sont ces marques, on ne sait pas ce qu'ils font
pour leur écosystème. On ne connaît même pas leurs résultats s'ils appartiennent à des C'est entreprises. difficile à incarner, quoi. C'est complètement désincarné. La stratégie d'influence, justement, c'était de faire incarner l'entreprise et surtout de permettre à l'entreprise d'incarner son secteur d'activité. Alors justement, comment les dirigeants, comme Alors ça, pour ça, prendre la parole, incarner un message, structurer une vision et en fin de compte, voilà, se mettre. eh ben pour ça, nous créons l'Observatoire du véhicule d'entreprise. Donc, un instrument d'étude, donc totalement objectif et tiers, évidemment, et tiers de confiance, hein, avec la Sofres, avec IFOP, etc., qui permet, une fois par an, de porter un regard objectif et macroéconomique sur un secteur d'activité. On crée, moi j'appelle ça un machin, volontairement, parce qu'en fait, il n'y a pas de structure ni juridique, ni associative, ni quoi que ce soit. On crée un machin, qui est un instrument, qui s'appelle l'Observatoire, okay, dans lequel on va injecter des études, des livres blancs, des interviews, et donc de l'incarnation. Donc vous objectivez d'une certaine manière et en même temps vous fixez l'attention une fois par an sur ce sujet. Sur le marché. On fixe une fois par an l'attention sur le marché, ça veut dire qu'on va créer la tendance. On va donner ce fameux effet de balle dont je parlais tout à l'heure, qui va embarquer l'intégralité du marché. Il faut savoir que quand j'ai créé l'Observatoire du véhicule d'entreprise, c'était une simple stratégie de relations publiques. Ça a été repris par les différents dirigeants de Arval jusqu'à devenir une entité dans l'entreprise, avec des collaborateurs, avec des objectifs, et jusqu'à devenir même un lieu de croissance pour les salariés, parce que c'était devenu l'instrument de référent européen de la location longue durée Et qui automobile. amène les concurrents aussi à se positionner par rapport à cet observatoire. Il a été fait pour un acteur, pour Arval, mais ça demande aussi aux concurrents de se positionner par rapport à ce... Ça ne leur demande pas, ça les oblige. C'est ça la différence entre quelqu'un qui est influent et qui ne l'est pas. C'est que les autres sont obligés de se plier à ce qui se passe dans l'observatoire. Et c'est très intéressant, c'est qu'il y a eu des mouvements de marché, notamment sur les marques automobiles, notamment sur le virage de l'électrique par exemple, qui sont dus aux résultats des baromètres de l'observatoire du véhicule d'entreprise. C'est extrêmement intéressant. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un cas, vous avez plus de 20 ans d'expérience, où une stratégie d'influence qui a été bien pensée, on a vu cet observatoire, mais qui a permis à une entreprise de conquérir un nouveau marché ou de sécuriser une position concurrentielle? Je vais vous parler d'un... On va appeler ça un cas, puisque vous utilisez ce terme-là, mais c'est pas un cas, c'est une aventure. C'est l'aventure des bricoleurs du dimanche. Alors, c'est tout simple, il existe un tabou en France qui est le travail dominical. Bon, ça remonte à la loi de 1905, avec, pour ceux qui nous écoutent, c'est la séparation de l'Église et de l'État, et c'est l'interdiction de travailler le dimanche, tout simplement. Et on avait monsieur l'instituteur et monsieur le curé qui se mettaient d'accord pour que le dimanche, eh bien, les enfants et les parents ne travaillaient pas et allaient à la messe. Je dis ça en plaisantant, mais pas que, parce que en réalité, c'est la France du travail, la France syndicale, qui est représentée dans ce tabou. Les choses ont évidemment beaucoup évolué au fil du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Et les comportements de consommation ont complètement évolué au fil de l'évolution du commerce. Vous avez touché là un acquis perçu, en tout cas comme tel, par un acquis des syndicats. C'est un acquis social, c'est un acquis sociétal, Une influence d'un acteur... familial, oui, le pape, France. justement. Voilà. On se retrouve en 2008 avec Nicolas Sarkozy, président de la République, qui fait la LME, loi de modernisation de l'économie, qui permet de réguler un petit peu ce secteur d'activité du commerce et donc de l'ouverture dominicale en faisant un truc à la française, qui est un système dérogatoire, et il renvoie le singe, et il renvoie le pouvoir aux représentants de la République dans les régions, c'est-à-dire les préfets. Le préfet. Et donc, la loi de 2008 engage les acteurs qui veulent ouvrir le dimanche à demander des dérogations préfectorales, sachant que par cette loi-là, il y a un minimum de dérogations dont on sait qu'elles seront accordées d'avance, notamment les dimanches veille de Noël, par exemple, ce genre de choses-là. De 2008 à 2012,
le secteur de la distribution commence à utiliser ces dérogations et ouvre régulièrement. Néanmoins, dans le commerce, il y a des disparités. Et les disparités sont liées à une chose fondamentale qui est ce qu'on appelle l'assortiment commun. Il y a par exemple des secteurs d'activité qui sont pas du tout concurrents, mais qui ont un minimum d'assortiment, c'est-à-dire de produits dans les rayons que vous pouvez trouver dans l'un ou dans l'autre. On va voir bientôt que cet assortiment commun peut engendrer une crise et une nouvelle loi. Oui, on verra ça effectivement dans l'épisode 2, puisque vous avez été confronté à travers ces bricoleurs du dimanche à une véritable crise, et donc à gérer cette crise. Ça sera d'ailleurs le thème de l'épisode 2. Peut-être pour terminer sur une note très opérationnelle, par quoi commencer concrètement quand on est dirigeant et qu'on veut devenir influent dans son écosystème? Si vous deviez donner un conseil aujourd'hui. Mon conseil, ce serait de commencer à réfléchir. Non pas sur l'entreprise, mais sur son impact et donc sur son marché. J'ai la faiblesse de croire que quand on réfléchit, on commence à écrire. Et si on écrit, j'irai jusqu'à conseiller à mon client X d'écrire un livre, d'avoir un objet communicant, un objet influent, un objet qui permette au marché de se reconnaître, de se retrouver, et donc, évidemment, de se retrouver obligé de la personne qui l'écrit. Merci Stéphane Attal pour ce premier épisode dédié à la communication et notamment à la communication d'influence. On se retrouve pour un deuxième épisode dédié cette fois-ci à la gestion de crise. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.